Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et je suis accompagné de ma gaguette Anne-Sifira. Et aujourd'hui on est accompagné, on a l'honneur d'avoir Renaud Lemaire, l'auteur de mangaka de Dreamland et Romain Lemaire, l'auteur de Everdark. Les gars, comment allez-vous? Ça va bien. Bah nickel. Ok, super. Du coup, on se voit aujourd'hui à l'occasion, c'est la 20e anniversaire de la Japan Expo. On se voit lors d'une interview croisée pour parler un peu de votre œuvre. Mais aujourd'hui, ça va être plus un concept familial parce que vous êtes cousins. Et ma première question, c'est quel est votre premier souvenir en commun où vous parlez de manga? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ben, c'était il y a longtemps, Romain avait une gastro de ouf. Et du coup, il fallait qu'il aille vite aux chiottes et il savait pas quoi lire et j'y ai mis un Dragon Ball. Non, je sais pas, c'était quand? Tu t'en souviens toi? Je sais plus si on était chez toi, mais il y avait le frangin, toi, et on dessinait sur une table. Et chacun dessinait ses trucs et tout. Mais c'était il y a très longtemps, moi j'étais tout petit, hein, je devais avoir... j'avais en dessous de 10 ans, hein, je pense. Hein. Vous avez combien d'âge de différence? Moi j'ai 35. Et moi j'ai 39. D'accord. Donc à peu près... Mais ouais, je me souviens des petits dessins qu'on faisait. Ouais, il y a le frangin, lui, et on gratouillait. Et il y a des mangas qui passaient. Je pense qu'il y avait déjà Dragon Ball en Jap, on l'avait ou pas? Il me semble sympa. C'était après. Hein. Mais voilà, moi j'étais très petit après. Peut-être que lui s'en souvient un peu plus. J'étais même pas né, on n'était même pas en projet de... Vous avez quel âge? Moi j'ai 24 ans. 21. Ok. Ouais, c'est ça. C'était en 1927, donc ouais, c'est ça. C'était chez moi. Mais ça, des souvenirs où on dessine tous les trois, il y en a plein, donc est-ce que c'est le premier? Je sais pas. Enfin, moi en tout cas, c'est... Voilà, mais non, mais très bien. D'accord. Oui. Excuse-moi, ouais, désolé. On n'a pas les moyens pour des micro-cravates, malheureusement, encore, pour l'instant. Et du coup, quand vous êtes lancé en mode professionnel dans le monde du manga, comment ils ont réagi justement votre famille, votre entourage par rapport au fait que moi, Renaud Lemaire, moi, Romain Lemaire, je me lance surtout à l'époque, qui n'est pas... la tendance manga à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Comment ils ont réagi? Ben moi, comme c'est moi qui ai commencé, moi de toute façon j'ai toujours dit que je ferais de la BD, j'avais 7 ans. C'était acté, je serais auteur de bande dessinée, mais c'est ce que dit Mtio. Donc mes parents m'ont poussé à faire des études, machin, laisser dessiner, mais on n'est pas dans une famille qui s'extasie qu'on a un coup de crayon, tu vois, ils s'en foutent un peu. C'est limite, non, ils dessinent comme tous les gens normaux en fait. Donc et c'est bien, c'est ce qui poussait. Tu t'es pas en train de montrer ton dessin et ta mère te dit pas oh, c'est trop beau machin. Non, tu dessines tout seul dans ta chambre, tu te fais ton délire. Et comme tous les parents, au bout d'un moment, moi j'ai voulu à 24 ans essayer d'en vivre. J'avais mon boulot alimentaire et tout, donc c'était assez, ça faisait peur. Donc en fait, tout s'est débloqué quand t'as le contrat. Tu vois, quand tu as le contrat, parce que tu t'as beau dire je veux faire du manga, enfin je veux faire de la BD, et ben comme on n'est pas du tout dans une famille artistique, et voilà, donc ça fait peur. Et quand j'ai eu le contrat, ils étaient très très fiers, hein, très contents, parce que ça te rassure. Tu dis bon ok, il a trouvé ce job, on verra ce que c'est ce job. Et encore aujourd'hui, ma mère comprend rien, mais c'est pas un souci. Elle me demande mais ça va, tu vois, quand j'explique les droits d'auteur, les dédicaces, les machins, elle voit juste que ça se passe bien, et puis voilà. Bah moi honnêtement ça va, mes parents m'ont fait confiance. Après c'est sûr que ils connaissaient pas trop le monde de la BD, donc voilà, ça reste quand même un métier précaire, mais moi ça va, ils m'ont fait confiance. À la fac je continuais à faire mes études de toute façon. J'avais fait 2 ans d'anglais, donc rien à voir avec l'art plastique, hein. Et après j'ai fait 2 ans d'art plastique et c'est la 4e année après que Renaud est venu me demander de bosser sur Dreamland. Donc voilà, ma mère elle observait, il bosse pour Renaud et tout. Elle dit, elle a regardé si ça commençait à bien marcher pour le cousin. Après, mais pareil, c'est pas qu'ils s'y intéressent pas, mais vu que c'est un milieu qu'ils connaissent pas trop. Après, moi, j'ai eu la chance que, ouais, elle m'a fait confiance, elle me voyait travailler, donc non, c'est allé de manière assez fluide et j'ai pas eu trop de temps où j'étais toujours en train de faire quelque chose. Soit il y avait les études où je bossais mon dossier, je commençais et j'allais chez Renaud bosser en tant qu'assistant, quoi. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as assisté pendant un temps avant de te lancer en solo. Tu as aidé Renaud à travailler sur Dreamland, c'est ça? C'est ça, de 2006 à 2013-2014. Et justement, dans vos mangas respectifs, Dreamland et Everdark, est-ce qu'on retrouve ce côté justement familial à travers vos personnages, ou est-ce que peut-être vous voulez les mettre en avant beaucoup plus tard, que ce soit dans Dreamland ou Everdark?
Non, non, moi, il n'y a pas de côté autobiographique où je m'inspire de la vie, mais pas forcément de ma famille. Moi, j'ai mes histoires. Dreamland, c'est mon délire. J'ai plein d'histoires tout le temps. Tu vois, c'est pas une histoire que j'ai depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'ai eu l'idée en 2001, en 2004. J'ai signé en 2005, c'est sorti en 2006, tu vois. Donc, non, non, mais mes persos m'appartiennent et ils sont entiers parce que je m'inspire de la vie de tous les jours. Mais il n'y a aucun lien ou aucun truc qui a par rapport à la famille ou des dédicaces comme ça. C'est très il n'y a pas que ce soit personnel. Évidemment, Terence, il est en classe STG parce que je connais. Tu vois, si j'ai envie de raconter, comme je vais me focaliser sur les cours de cette section, ben, autant faire une section que je connais. Et en fait, dans l'histoire, ça n'apporte, on s'en fout qu'ils sont en STG ou en ES, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des trucs qui sont pris de ma vie, mais juste parce que je connais, mais qui n'ont pas d'impact dans l'histoire. Donc il n'y a rien d'impactant qui inspire, que notre famille inspire dans mon histoire. Moi, j'ai pas l'impression aussi. Après, moi, je suis dans un monde de fantasy, dark fantasy, donc c'est vrai que peut-être de manière inconsciente, remarque, faudrait en fait que ma famille le lise et ils me disent ah là, peut-être des fous. Voilà, peut-être. Après, faut pas non plus. Si un jour je mets une petite anecdote. Il faut pas que ce soit trop perso en fait, que je sorte pas le lecteur ou alors qu'il comprenne pas, que ce soit un truc tellement perso que ouais, il va pas comprendre la blague quoi. Donc faire attention à ça, mais je pense que peut-être il faudra que je me relise ou que je demande à mes amis ou ma famille s'ils ont remarqué quelque chose. Mais non, après moi j'essaie quand même j'ai des persos à travailler et ils sont cohérents avec leur univers et voilà, si j'ai des anecdotes familiales, des fois il faut vraiment que ça colle au perso et c'est assez rare quoi. Ils n'ont pas la même life donc voilà, moi, ça sera plutôt aux gens qui me lisent de me le dire, qui sont très proches, quoi. Eh bien, on va passer à un petit concept qui s'appelle l'interview Guénin. C'est une Séphira ici présente à côté de moi qui va vous présenter. Bah, je te laisse en parler. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Tu vas comprendre le concept. Alors, en gros, je suis super contente de vous rencontrer. J'ai vu votre conférence aussi hier, où vous faisiez les dédicaces et les dessins. Et du coup, en fait, je voulais poser quelques questions parce que moi aussi, j'aimerais bien peut-être faire ça. Et quand j'étais petite, je voulais aussi faire de la bande dessinée. Enfin, dire, moi, j'ai commencé par les BD de mon papa, Lucky Luke, Astérix, tous les trucs de base. Et après, je suis plus allée le manga. Et en fait, je dessine aussi, je voulais me demander en gros c'est quoi le kit, quel crayon préféré, crayon à alcool, graphite, choses pour faire en fait de bons dessins comme ceux qui font par exemple des fan art, choses comme ça. En gros, quel matériel conseillerez-vous? Mais en fait, il faut que tu ailles vers les outils avec lesquels tu es à l'aise en fait. Le but, c'est pas de savoir quel est le meilleur outil, c'est que n'importe quel outil dans les mains des gens différents vont apporter quelque chose. Le but, c'est que le bouquin, c'est ça qu'on va juger. C'est pas toi, c'est pas ta façon de travailler, que tu sois rapide ou pas. Il faut que tes pages soient nickel ou elles soient de la qualité que tu veux. Que tu aies utilisé un crayon Bic, un stylo Bic pour ancrer ou une plume G, on s'en fout en fait. Si c'est en accord avec ta scène et si c'est le rendu, il est pro. Voilà, donc en fait, franchement, en matos, on a un peu tout testé. Moi, j'utilise un crayon HB, mais alors les marques. Je prends un HB, rien à faire. C'est pas le crayon qui va faire que tu vas mieux caler tes volumes. Hein. Enfin, moi, je suis pas sur la marque, tu vois, je suis plus sur. J'ai trouvé cet outil, je le maîtrise. Tu vois, la plume G-Pen, voilà. Mais c'est pas parce que moi j'utilise la plume G-Pen qu'il faut la conseiller, tu vois. C'est que j'ai trouvé les déliés vraiment bien. Là, on utilise les plumes en titanium. C'est un autre métal et du coup, c'est juste en mode économique. C'est qu'avant, moi, une plume me faisait un chapitre. Donc, tous les 20 pages, je changeais de plume parce que je la défonçais avec ma façon de tenir. Tu vois, c'est pour ça. Et sauf que les titanium, comme elles sont bien plus résistantes, mais c'est cool, la plume, elle me fait le tome. Donc, dis-toi, puisque là, je m'adresse à la future dessinatrice ou quoi, te prends pas la tête sur le matos. Après, on est tous, je comprends, tu peux regarder les vidéos des gens que t'aimes bien. Ah, mais il utilise tel feutre et tout, je vais tester. Teste les trucs des gens que tu aimes l'identité graphique, puisque si tu les aimes, c'est que tu veux peut-être t'en rapprocher, donc regarde ce qu'ils font, mais c'est pas pour ça que tu changeras pas, rien n'est figé, tu vois. Oui, il faut être curieux en fait, hein, comme pour tout, voilà, il y a du matériel que tu n'as jamais testé, tu le testes, il y a une affinité ou pas avec. Moi là, il y a pas longtemps, j'étais à Angers et il y a un auteur que j'ai rencontré, il m'a fait tester des crayons mais qui étaient vraiment super et je vais les commander du coup. Mais jusqu'à présent, moi crayonné, j'étais plutôt au Critérium vu que j'aime bien les traits fins et je suis très nerveux dessus. Avant j'étais HB, mais en dédicace, vu que j'étais nerveux, j'arrêtais pas d'arracher la feuille ou de péter les mines. Maintenant je suis passé au 2B, plus tendre, voilà, moins de graphite dans la mine et du coup c'est plus flexible, ça se gomme plus facilement.
Les encres, bah, pareil, ouais, faut tester. Moi, je suis sur l'encre pilote. Les plumes, comme il dit, la titanium. Sinon, j'ai testé. Après, je sais pas si on a le droit de dire des marques ou des. Mais, ouais, mais moi, je commande. Il y a un. Non, non, c'est juste que il y a peut-être d'autres sites, mais moi je commande certaines plumes, ça pas tout le temps, je fais tourner, mais il y a un site en France qui s'appelle Comptoir des Écritures, je sais même plus pas où c'est, tu vois, mais ils ont des plumes américaines aussi qu'on utilise pour les comics, les Hunt, et ça j'avais testé, j'étais agréablement surpris, parce qu'au Japon il y a la Maru, la Spoon, là, la Saji et la G-Pen. Et moi, la Maru, pour moi, je la trouvais tellement rigide, j'y arrivais pas. Et la Hunt, elle est un peu plus fine, enfin un peu plus flexible, j'ai l'impression. Donc, tu vois, faut vraiment être curieux, tester. Après, c'est sûr que c'est un coût. Donc, tu peux pas t'acheter 36 milliards de plumes, c'est un coût. Mais bon, après, voilà, si t'as l'opportunité, il faut vraiment ne pas hésiter. Quand tu rencontres des gens qui dessinent, bah oui, tu poses la question, vous utilisez quoi comme matos, voilà, sois curieuse. Et des fois, bah, ils diront, bah tiens, vas-y, teste, ils te fileront du matos pour tester. Mais voilà, et pour la couleur. Bah, moi je colorise pas plus que ça, mais j'aime bien l'aquarelle. Sinon il y a les copies qui sont très très bien pour les feutres alcool, pour ceux qui aiment le tradi. Après voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui font numérique, donc c'est vraiment l'affinité et aussi la rapidité. Bah, merci beaucoup parce que je me trouve un peu perdue dans tout ce qu'il y a et toutes les marques et puis aussi même les parents qui disent ouais ça, bref. Je suis un peu... Ouais, c'est un peu... ouais. Avant de signer par exemple dans une maison d'édition, en fait vous préparez déjà l'histoire, vos planches sont par exemple sont finies, propres, pro comme vous avez dit. En gros, du coup, est-ce qu'il faut avoir tout fini, tout calé direct avant d'avoir fini l'édition, ou en gros ça peut changer après, ou on peut continuer après? Ça va changer en fait. Ouais. T'as pas un éditeur qui arrive avec ton tome à moitié fait en disant c'est nickel, c'est parfait, on édite. Non, il y a des mecs il y a la maquette, enfin, non, il faut que tu arrives avec un dossier pro, donc avec des pages finies, puisque c'est comme sur ça qu'ils te jugent, t'es pas obligé d'arriver avec 50 pages finies, au contraire, c'est la démarche la moins pro d'arriver avec un tome ou 60, 100 pages finies, parce que l'éditeur va te dire dans tous les cas de les refaire, et c'est chiant de refaire les mêmes pages. Donc en fait, il faut s'éviter ce travail que tu feras, tu vas avec 15 pages, 30 pages finies, souvent en manga maintenant c'est le chapitre, le premier chapitre, mais pas plus. C'est un premier chapitre, ça fait 20, 30, 40 pages. Il a le temps de voir ce que tu sais dessiner, si ta narration elle est bonne ou quoi, tu vois. Donc il faut juste être logique. Tu dis, ben non, faut arrêter d'être naïf et se dire, mais oui, je viens avec mon tome et l'éditeur il va te publier. Renseignez-vous. Ou éditeur, c'est quoi? Ça veut rien dire éditeur. C'est une entité. Mais il y a combien de gens qui travaillent? Qui s'occupe de quoi? Est-ce que tu crois que tu vas juste être là et faire ton dessin et il va être imprimé et machin? Non, tu as plein de petites mains derrière qui font que le bouquin il existe. Et donc, il faut en avoir conscience. Donc, y aller en mode, je fais un dossier avec des pages prêtes. Tu vois, si tu as un chapitre de 50 pages, le premier chapitre, le pilote, tu fais 20 pages ancrées nickel, parce qu'il faut qu'il voit ton ancrage, le tramage, comment tu équilibres tes pages. Et puis, les 20 d'après peuvent être crayonnés. C'est bon, il l'a vu, ton ancrage sur 20 pages. Mais comme il aura besoin de lire tout le chapitre, tu vois, il faut pas aller à l'économie, il faut être en mode très très pro et très concis. Parce qu'il faut que tu te dises que le mec, il a 150 dossiers tous les jours, comme le tien. Et c'est après qu'une fois que tu as passé la sélection, on dit ah tiens, je vais la contacter. Tu vois, il y a d'abord, je reçois les dossiers, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah tiens, celui-là, voilà. Et c'est après que quand tu as le rendez-vous, qui est un peu plus intimiste, puisqu'il te demande de venir et tout, là, tu peux y aller avec tout ce que tu as fait, parler de ta série, des tomes, des machins, et ça sera un échange, tu vois. Quand on va voir un éditeur, en fait, déjà, il faut le sécuriser. Il faut lui montrer que tu maîtrises ton univers, que tu sais où tu vas. Et il faut montrer, en fait, tes forces. Il faut vraiment, oui. Hein? Quand tu as dit sécuriser... Bah, c'est par rapport à toi, je pense. Après, voilà, chacun après aura son feeling. Mais voilà, il faut lui montrer vraiment tes forces, être concis, comme il a dit, parce que des dossiers, ils en ont plein. Donc voilà, même limite... Aujourd'hui, en fait, la difficulté, c'est que le niveau a vraiment beaucoup augmenté aujourd'hui. Donc voilà, un éditeur, potentiellement, bien sûr, il va regarder ce qui a été fait en créa française et même par rapport aussi aux créa, à tous les mangas qui arrivent du monde entier. Ben voilà, il y a, quoi qu'il arrive, c'est le même format, donc il y a certains lecteurs qui compareront quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que maintenant, le niveau, la barre est haut et c'est bien. Il faut que ça continue à monter de plus en plus haut. Mais voilà, c'est sûr que ce qui arrive aujourd'hui, il y a quand même il y a un minimum de qualité à avoir au niveau graphique, narratif et maîtrise de son univers, quoi.
Si on y arrive naïf et qu'on voilà, on avait des étoiles dans les yeux et je prévois une série sur 50 tomes, où on va faire oulala, bah déjà comme toi. Non, faut pas. Ça, au contraire, c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Faut vraiment très court, les forces de l'univers, des pages bien ancrées, pas besoin qu'il y en ait 36 000, un synopsis crayonné de personnages, du chara-design. Quelques lignes pour présenter le lore et tout machin, le pitch, qu'est-ce qui fait la force de la série. Il faut vraiment être précis pour sortir du lot. C'est clair, t'as le droit d'être ambitieux et de vouloir faire ta série de 50 tomes, mais tu le gardes pour toi, parce que c'est naïf de dire avec l'éditeur, je vais être le prochain shonen, je fais 50 tomes. Ben non gars, je vais pas te faire un contrat de 30 ans. Tu vois ce que je veux dire, ben non, mais c'est sûr. Donc en fait, on dit pas qu'il faut faire des histoires courtes. Non, faut se faire plaisir. Faut faire aucun compromis sur la créa, sur l'écriture, sur l'univers. Mais quand tu vas voir un éditeur, et ben il faut avoir conscience que le mec, lui, il y a un enjeu économique derrière. Donc il faut voilà. Après, on a ce discours, on le traîne depuis quelques années, mais je pense qu'il y a un truc qui a changé, qu'on n'a peut-être pas conscience et qu'il faut. C'est que je pense que l'éditeur regarde les réseaux sociaux aujourd'hui. Un jeune auteur doit avoir ses petits réseaux sociaux pour déjà se faire sa petite communauté et tout. Donc ça, nous, on connaît pas. Mais si je vois que tous les auteurs qui signent, les éditeurs les connaissaient déjà parce qu'ils avaient vu leurs réseaux sociaux. Et ces mecs ont quand même déjà... Alors qu'un like, l'éditeur va pas se dire ce mec il a 20 000 likes, je vais vendre 20 000 bouquins. Ça t'inquiète, ils sont bien... Et il faut avoir conscience, pas que l'éditeur, toi-même. Faut pas te dire ah super, j'ai 30 000 abonnés, c'est génial, je vais avoir du succès de ouf. Non, il y a une différence entre cliquer et payer 6 €. Mais c'est quand même un baromètre pour l'éditeur en disant mais le mec il a quand même une petite communauté, donc je pense qu'aujourd'hui un jeune de 20 ans il faut qu'il ait sa page, ses réseaux sociaux clairement. Merci beaucoup parce que c'est la face un peu cachée qu'on n'entend pas forcément, que c'est compliqué parce qu'il y en a qui font ça comme si c'était facile. Et en gros maintenant avec l'influence du manga qui est énorme en France, qu'est-ce que vous lisez en manga actuel, quelque chose que vous aimez, les nouveaux mangas qui sortent ces derniers temps? Et surtout, puis je rajoute un petit truc, est-ce que pour vous renouveler, vous, parce que ça fait un bon bout de temps que vous êtes là, vous lisez des mangas actuels pour toujours être dans la tendance? Non, il n'y a pas de tendance en fait, t'écris ton histoire pour toi. Quelqu'un qui veut écrire, il y a plein de projets qui essaient de surfer sur un truc commercial, mais c'est justement, si tu surfes sur quelque chose, c'est que le truc qui a été commercial, il a marché parce que c'était lui, et tous les ersatz, on voit que c'est... Tu vois, donc non, tu fais ta BD pour toi, et après, moi je sais qu'en termes de lecture, je lis, on n'a plus trop le temps, donc je lis d'abord mes séries à moi que j'ai commencé, donc c'est les classiques. Après, ce qu'il y a, c'est que je m'interdis de lire des tomes pendant que je crée. Parce que justement, tu vas tomber sur un tueur, un machin qui va t'influencer, tu vas changer ta technique. Donc non, pendant la création, tu lis rien. Rien qui pourrait te faire changer. Et par contre, c'est entre les tomes où là, tu fais ta cure. Quand t'as ton petit mois entre deux tomes, tu regardes ce qui marche juste pour savoir. En fait, tiens, pourquoi tout le monde kiffe ça? Tu fais, non, c'est pas pour moi. Ou ah ouais, ça. Parce qu'en fait, on n'est plus dans l'actu. Moi, je suis enfermé, je travaille et je sais même plus quel est l'animé qui marche, pas pour être tendance, mais peut-être parce que si ça marche, peut-être je vais kiffer en fait. Mais en fait, donc en fait, je regarde ce qui marche pour savoir si je vais kiffer. Donc je me fais une bonne dose de lecture et c'est là que je dis ah ouais, elle tu vois, la meuf de l'école des sorciers, entre deux tomes, tu fais ah ça défonce et tout, mais si j'avais le tome à chaque fois pendant que je fais mes pages, tu vois, tu baisses les bras, tu dis t'es trop influencé. Donc non, tu te nourris entre les tomes, parce que c'est le but, c'est ce qu'on a fait avant même de signer, tu nourris ton œil, tu es curieux. Puis pendant la phase de réalisation, c'est que mon avis, c'est surtout, j'en suis à 19 tomes, c'est bon, je me ferme, j'ai plus besoin d'être influencé par, tu vois, j'ai digéré les trucs et voilà. Surtout qu'on avait eu à la Midinasia, on avait eu Tony Valente, ouais. Il avait interviewé, il nous avait dit que lui, il est très autocritique, que vraiment, il se met, comme tu l'as dit, il se met dans une bulle, il regarde pas trop les critiques de ce que ce soit les internautes ou les autres réactions, mais qu'il est vraiment autocritique sur lui-même. Essayer d'exercer son œil aussi et d'être honnête avec soi-même. Moi, j'ai toujours travaillé dans mon coin sans confronter mon boulot à personne parce que j'avais beaucoup de mal avec les critiques. Donc je me suis enfermé, mais j'ai exercé mon œil critique sur mon boulot. Je suis sans concession sur ce que je fais. Et ça, je dirais, ce serait aussi quelque chose à appliquer. Pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, vraiment. Si tu sais qu'il y a des trucs que tu supportes pas dans ton boulot, alors il faut le changer. Est-ce que tu es un peu dans ce même mood-là? Mais non, mais de toute façon, c'est même pas moule, c'est pas que tu es autocritique, c'est que, dis-toi, pour n'importe qui, que tu sois dans le sport, boulanger, le plus
le plus méchant critique, ce sera toujours toi-même. C'est comme ça. C'est la pire des critiques, c'est toi, hein, c'est pas les autres. Hein. Donc c'est pas de l'autocritique, c'est la logique. T'es obligé d'être le gars le plus critique sur ton taf, mais sur ce qu'on fait en fait. C'est comme ça. Ton critique le plus virulent, c'est toujours toi-même. Moi, je regarde pas le négatif, j'ai jamais regardé le négatif, mais je regarde pas le positif non plus. Je regarde rien. Tu vois, comme ça, parce que t'as tendance à vouloir aller voir les avis et tout. Et on a souvent, pour 60 commentaires bons, il suffit qu'il y en ait 2 mauvais. Tu retiens ces 2 mauvais, c'est normal, c'est humain. C'est en effet comme ça. Et ben, très tôt, j'ai fait, t'es quoi ? Les 2, tu veux les oublier, on te le dit, mais regarde, il y en a 60 bons. Et en fait, non, tu dis, c'est pas ça. Je pense que c'est comme ça que certains prennent le melon, parce que justement, non, je regarde pas les mauvaises critiques, je regarde que les bonnes, donc tu crois que tu es le meilleur. Moi, comme j'essaie de préserver et d'essayer d'évoluer tout le temps, et tu le vois sur les tomes, donc tu vois, c'est pour ça l'autocritique, on en est tous là, ben moi, je me coupe de tout, je regarde rien, j'ai rien à foutre, j'écris l'histoire pour moi, en fait. Si on m'aime, c'est cool, si on m'aime pas, on cherche pas à vendre des millions, et être le premier. Tu seras jamais le premier dans quoi que ce soit, puisque au bout d'un moment, tu baisseras, il y aura quelqu'un devant. Nous, ce qu'on cherche, et ce que tout le monde cherche, c'est juste que je trouve assez de lecteurs qui me permettent d'en vivre et qui permettent à mon éditeur de dire continue ton tome, tu vois. Si le seuil c'est 10 000, 15 000, 20 000, du moment que ça remplit ton frigo et ton loyer, ben voilà, et moi c'est ça. J'ai trouvé assez de gens qui me permettent de faire ce que je veux avec Pika, du coup, qui fait qu'ils acceptent tous mes caprices éditoriales, genre je veux des pages couleurs et tout. Tout ça, j'ai accès parce que j'ai convaincu assez de gens. Donc j'ai trouvé des gens qui sont dans le même délire que moi, mais on s'en fout que je sois le numéro 1, le numéro 2, tu vois. Il faut juste trouver assez de gens pour te permettre d'en vivre, en fait. Donc il faut pas, on s'en fout des critiques. Tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Donc voilà, moi c'est vraiment le conseil à dire, tu t'en fous des gens. Il y a toujours un avis, surtout à les réseaux sociaux, quoi. Pour préparer avec Renaud, mais après nous on est nés. Nous, surtout. J'ai pas le temps, mais je devrais. Non mais t'exagères. Non mais mais grave, il exagère. Non mais moi je devrais parce que ça reste un outil de com, mais c'est vrai que moi et Renaud on est nés, les réseaux sociaux on est nés sans, quoi. Donc on n'a pas l'habitude comme ceux qui sont nés avec ça. Non, moi, c'est pas. Je comprends l'utilité du truc. Il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais je peux m'en mettre que sur qu'un, à la limite. Déjà, c'est compliqué, donc. Mais voilà, c'est ce que je pense. Je vais me focaliser sur ça. Tu vois, en like ou en follower, il a beaucoup moins que d'autres auteurs manga français, alors qu'en vente, il les éclate. Tu vois, donc c'est ça, faut. Le cloud, comme on dit, le buzz, ça sert à rien, faut le concrétiser avec. C'est ça. C'est ça. Là, j'ai pas trop le temps de lire, mais il y en a un que j'attends et je suis patient, c'est Berserk. Et sinon, il faut que c'est des romans, surtout que j'ai rattrapé. Ouais. Merci en tout cas Ntifera pour l'interview Guéline. Voilà, on a fait cette petite rubrique pour justement parce qu'on a beaucoup de mangas amateurs qu'on rencontre dans nos abonnés. Du coup, on a aujourd'hui des professionnels. Du coup, on en profite. Ça fait plaisir d'avoir vos retours. Du coup, dernière question, mais je pense que ça va être une question très importante. Alors, j'ai vu une interview que vous avez faite en croisé chez nos confrères de Pop Campus. Et tu as cité une punchline, Renaud Lemaire, que j'ai bien aimé. Tu as dit que l'animé est le goodies ultime pour un manga. Et justement, en fait, nous, dans notre média, en tout cas, on aime vraiment promouvoir le manga français. Et ma question est, est-ce que tu penses qu'on a des consommateurs aujourd'hui de manga qui sont plus qui consomment plus, d'animé que de manga, à travers toutes les plateformes de streaming, Netflix, ADN ou Crunchyroll et j'en passe. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen pour les futurs artistes de manga français de faire leur place tout simplement? Est-ce que tu penses qu'on est une génération où on lit moins qu'on regarde d'animé? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire à peu près. Quand je disais que, en fait, c'est l'animé comme il est fait au Japon, c'est un goodie, c'est fait pour vendre du manga. Parce qu'en fait, c'est pour ça que. Et je parle des animés d'adaptation, pas les trucs comme Gainax avec les Kill la Kill, les Evangelion, où ça c'est de la créa. Donc c'est ça. En fait, il faut prendre la base de la créa. Quand c'est un animé créé qui vient pas d'un manga, et ce truc est fait pour justement marcher, et c'est le manga qui devient le goodies. Quand la création, c'est le manga, un One Piece, un Radiant, un machin, et qui est l'animé, c'est fait pour faire vendre du manga, parce que justement, les animés ne vont jamais plus loin que le manga. Dès que ça commence à rattraper la parution, il y a des fillers, parce que justement, en fait, l'animé, le média audiovisuel, quoi qu'on en dise, c'est le média roi, qui touchera toujours le plus de gens que ton bouquin en librairie. Et donc, si tu veux vendre ton manga,
eh ben, tu fais un animé, parce que franchement, One Piece en France est devenu numéro 1 après, devant Naruto à l'époque, quand Game One a diffusé One Piece en français. Les petits de 7-8 ans ont regardé One Piece devant leur télé et ont dit à leur maman, je le veux. Les mamans allaient l'acheter à Carouf et c'est là. C'est la pub ultime. Alors maintenant, ça s'est fait, c'est le système au Japon. Parce que les Japonais, eux, sont assez... Il y a vraiment cette culture de la lecture. Maintenant, ta question, elle est intéressante et je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'en France, il y a plus de gens qui lisent des... Est-ce que l'animé en France sert au manga? C'est que moi, je le vois avec mes lecteurs. Il y a des gens qui ne lisent pas de manga, qui font non, mais moi, je préfère l'animé. J'ai jamais lu le manga. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est pas du tout pris pareil. Il y a ce côté... c'est aussi parce qu'il y a ce côté pirate. Tu vois, nous... Un petit jeune qui regarde un animé, pour lui c'est normal d'avoir le fan sub dans la semaine de pas. Au Japon, c'est soit à la télé, soit ils achètent les DVD. Tu vois, c'est le piratage là-bas. Donc en fait, c'est pour ça, c'est fait exprès, c'est un goodie, c'est pour faire vendre. Nous, comme nous, tout est axé en mode pirate, ben, les gens préfèrent télécharger leur épisode fan subé par les mecs que du coup ils se sont fait la saison, ils vont pas acheter le manga. Tu vois, donc je pense qu'en France, on a une autre culture, c'est un autre délire, et je pense que ouais, l'animé ne sert pas forcément à faire vendre du manga et vice-versa. C'est un délire individuel, et je pense que la génération, peut-être de moins en moins, j'en sais rien. Ça, par contre... Est-ce que ça va être compliqué pour les amateurs de manga français de faire leur place? En fait, non, moi j'en suis l'exemple, et même Radiant. L'animé, ici en France, s'il sort, ça sert à booster, et surtout à être à l'international. Avant de l'avoir animé, Dreamland vend plus sans animé. Donc non, c'est juste que l'animé permet de toucher, comme je te dis, de toucher un peu plus ou d'avoir une aura. Mais donc t'es pas obligé en tant que jeune mangaka d'attendre ton animé pour que ça marche. Non, c'est juste... faut espérer, parce que s'il y avait une recette au succès, voilà. Donc tu fais ton histoire, mais il y a plein de séries. Regarde Berserk, hein. Avant qu'il y ait eu des animés de qualité, il n'y en a pas tant eu que ça. C'est une des séries les plus adoubées par plein de gens. Donc non, c'est un plus. C'est un plus. Tony a pris une aura internationale grâce à ça. Et puis il a marqué parce que voilà, c'est le premier. Comme moi à l'époque, c'était ça. C'est juste que quoi qu'il arrive dans l'histoire, ça sera ça, tu vois. Mais est-ce que ça a boosté en triple, en quadruple? Non. Tu vois, ça n'a pas servi à Radiant de marcher avant, tu vois. Donc non, il faut pas stresser en disant putain, je serai obligé. Est-ce qu'il faudra à tout prix que j'ai mon animé pour que ça marche? Non. C'est ça la vraie question. Non. C'est ça, problématique. Non, c'est clairement secondaire. Et puis un auteur n'a pas à penser à ça. T'es auteur, c'est ton métier. T'es pas un agent, t'es pas un mec. Tu fais des bouquins. Et c'est ce que Tony a dû te dire. C'est juste, on t'apprend que t'as l'animé, tu peux que dire génial parce que ça pourra que faire vendre un peu plus. Ouais, ça pourra pas en faire vendre moins, tu vois. Donc tu dis, cool, mais qu'il y soit ou pas, tu vois, c'est pas un but en soi. Moi, on me le pose souvent. Et alors, quand l'animé ou quoi, tu dis, moi, le jour où... Non, mais tu fais... Oui, on l'a tout le temps, mais en fait, comme là, c'est un autre discours. Tu dis, moi, mon truc, c'est pourvu qu'on signe le tome 20 comme j'ai envie, le tome 21, le tome 22, tu vois. Si un jour il y a un animé, tu peux que dire oui, parce que ça sera des thunes et ça sera des trucs en plus. Mais c'est jamais nous qui gérons. Tu vois ce que je veux dire? La créa, faut savoir faire ce qu'on veut, ce qu'on est. Moi, je suis auteur de BD, donc mon taf, c'est faire mes pages. S'il y a un animé de Dreamland qui pue du cul ou pas, c'est pas moi, ce sera pas ma faute. Tu vois, c'est ce qu'on dit avec les figurines aussi. T'as des figurines de ta série, qu'elles soient mal faites ou pas. Tu vas acheter ta figurine de DBZ toute pourrie, tu vas pas dire c'est la faute de Toriyama. Ouais. C'est juste que il y a des figurines de Dragon Ball et ça donne l'aura. C'est du merchandising. Donc un auteur, il a pas à se soucier de ça. Il faut prendre tout ce qui vient, franchement. Après, si t'es un gars qui veut garder le contrôle, surtout, c'est un autre délire, tu vois. Mais normalement, c'est du goodies. C'est que du goodies. L'œuvre originale, c'est l'œuvre qui sort de tes tripes, en fait. Non, honnêtement, j'ai trouvé... Pardon, on vous a réveillé. On vous a réveillé, monsieur. Non, mais tu m'as endormi. Non, mais... Non, mais j'ai à peu près le même avis. J'ai à peu près... On peut faire un gros plan. T'inquiète pas, on fera ça. Non, mais après, qu'est-ce que tu veux Non, mais j'écoutais avec attention quand même, si j'ai l'air de... Mais non, j'ai trop rien rajouté. Il a raison, faut se focaliser sur... Moi, je me pose pas la question sur l'animé à aucun moment. Ça arrivera, si ça doit arriver, tant mieux. Mais je comprends. Dans le manga, il y a ce stress-là, ils se disent mon manga sera jamais connu parce que les gens ils regardent trop les animés. Mais je comprends parce qu'ils sont...
Mais ils sont noyés dans un flot. Nous, on n'y avait pas Wakanim, Crunchyroll, tout ça. Il n'y avait pas ça à notre époque, non. Je regarde que des animés qui achètent pas de manga et d'autres l'inverse, tu vois. C'est pas comme au Japon. Vraiment. Moi, c'est le fait d'avoir regardé des animés qui m'ont donné envie d'acheter les mangas. Comme, voilà. Parce que nous, moi j'ai connu la fin du club Dorothée aussi, tu vois, donc bah, forcément j'ai plus. Quand j'ai connu le club Dorothée, je savais pas lire aussi, j'avais 5-6 ans. Donc, et après, mais je me suis intéressé au manga. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même des grandes personnes, ils sont là que animés. Et il y en a beaucoup qui savent pas que Shingeki no Kyojin, il y a un manga. Tu vois, là, la saison 3 c'est terminé. Oh mon dieu! Alors qu'il y a un manga juste après, si t'es vraiment un passionné, tu vas lire le manga. Ah, mais. Ça peut être ça, tu vois, on peut que supposer avec nos impressions, mais en même temps, l'attaque des Titans, ça cartonne de ouf en termes de chiffres. Donc c'est que tu vois, les gens connaissent. Mais c'est pour ça là après, c'est vraiment une discussion où il n'y a pas de fin parce qu'on peut que supposer sur les gens. Il faudrait avoir d'autres gens, un lecteur, tu vois, franchement, tu prends des lecteurs de différents âges et tu leur poses ces questions, mais ça serait super intéressant. Il serait plus percutant que nous. Tu prends un ptio qui a 8 ans, un ptio de 16 ans, un ptio de 20 ans, et tu fais, c'est quoi votre façon de consommer? Et là, je peux te dire, ça serait super intéressant, et ça clouerait le bec à nous, qui faisons que supposer. D'accord. Bon, bah, on prend note. Très bien, ça marche. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter un dernier mot avant de conclure? Bonne nuit, Romain. Merci à vous, plein d'énergie dans le délire, c'était cool, voilà. Pareil, merci, interview bien agréable et puis peut-être à une prochaine quoi. Très bien, ça marche. Eh bien, c'était Renaud Lemaire et Romain Lemaire, ton Nakama Winnie. Et on suffira, toujours. Le ciel d'or, eux deux là, ceux qui sont dans votre bouse. La berceuse, vas-y, continue à parler. En tout cas, prochaine interview à retrouver sur le site gag.fr et sur la chaîne YouTube Gag TV. Et sur ce, on se dit au plaisir.